L'écouvillon de coton râpait la joue d'Emma comme du papier de verre sur mes nerfs à vif. Ma fille de 10 ans gloussait, complètement inconsciente du fait que son projet scolaire sur l'arbre généalogique était sur le point d'anéantir tout mon monde. « Papa, c'est trop cool », dit-elle en scellant le tube avec l'enthousiasme que seuls les enfants possèdent. Madame Peterson dit qu'on pourrait découvrir qu'on est lié à des gens célèbres. J'ai forcé un sourire. Oui, ma puce. Des gens célèbres. Melinda entra dans la cuisine, son badge d'assistante sociale toujours accroché à son chemisier. 16 ans de mariage, et je pouvais déchiffrer ses humeurs comme des plans d'architecte. Ce soir-là, elle avait l'air fatiguée, distante. « Tu vas vraiment faire ce truc d'ADN » demanda-t-elle, versant du café avec une précision mécanique. « C'est pour l'école » dis-je, guettant la moindre once d'inquiétude sur son visage. Rien, juste la même expression distante qu'elle arborait depuis des mois. Ça a l'air d'être un gaspillage d'argent. Ça coûte $12, Mel. Elle haussa les épaules, consultant déjà son téléphone. Toujours ce maudit téléphone. Emma s'élança vers la porte. Jacob fait le sien demain. On va comparer les résultats. Après son départ, le silence remplit la cuisine comme une fumée. Melinda continuait de faire défiler ce qui retenait son attention plus que sa famille ces jours-ci. « Tu travailles encore tard ce soir » demandai-je. « Réunion de cas. » Elle ne leva pas les yeux. « Ça risque d'être vraiment tard. » J'acquiesçai, archivant cette information avec tous les autres mensonges que j'avais accumulés. 3 mois de réunion de cas qui duraient jusqu'à minuit. 3 mois d'appels téléphoniques chuchotés et de courses impromptues. Le lendemain matin, j'ai moi-même conduit les 2 échantillons au laboratoire. Emma discutait avec ses amis d'école pendant que Jacob somnolait dans son siège auto. 8 ans et il avait encore besoin de sieste. Mes garçons, mes enfants. C'est ce que je pensais. Une semaine plus tard, mon ami Dal du laboratoire de criminalistique m'a appelé alors que j'étais en train d'examiner les plans structurels d'un nouveau complexe de bureaux. « Logan, t'as une minute ? » « Quoi de neuf ? » Sa voix s'abaissa. « Ce truc d'arbre généalogique que tu m'as demandé de faire. L'échantillon de la fille. » Ma main cessa de bouger sur les plans. « Oui, et alors ? » Je ne sais pas comment te dire ça, mais elle n'est pas de toi. Le crayon cassa entre mes doigts. Quoi ? L'ADN ne correspond pas. Pas du tout. Je l'ai fait 2 fois, en pensant qu'il y avait une erreur. Les murs du bureau semblèrent s'incliner vers l'intérieur. Tu es sûr ? Absolument sûr, Logan. Je suis désolé. Je raccrochai sans un mot de plus. Je suis resté là, à fixer le dessin structurel d'un bâtiment qui survivrait à mon mariage, à ma famille, à tout ce que je pensais savoir de ma vie. Cet après-midi-là, j'ai moi-même recueilli l'échantillon de salive de Jacob. Je lui ai dit que c'était une expérience scientifique amusante, tout comme sa sœur. Il me fit entièrement confiance, comme les enfants font confiance à leur père. 2 jours plus tard, Dal rappela. « Même résultat, dit-il doucement. Je suis vraiment désolé, mec. » Je rentrai chez moi dans un état second, me garai dans l'allée et restai assis dans le silence de ma Honda Civic pendant 20 minutes. La maison que j'avais aidé à concevoir me semblait soudain étrangère. Les paiements hypothécaires, les photos de famille, le compte d'épargne soigneusement géré, tout cela bâti sur un mensonge. Quand j'entrai finalement, Melinda préparait le dîner. Des spaghettis aux boulettes de viande, le plat préféré des enfants. Elle fredonnait en remuant la sauce, complètement inconsciente que je venais de découvrir que toute notre vie était une fiction. « Comment s'est passée ta journée au travail » demanda-t-elle sans se retourner. J'étudiai l'arrière de sa tête, la façon dont ses cheveux foncés retombaient sur ses épaules. La même femme dont j'étais tombé amoureux à l'université. La même femme qui avait porté 2 enfants qui n'étaient pas les miens. Bien, dis-je. Juste bien. Emma accourut et me serra les jambes. Papa, quand est-ce qu'on aura nos résultats d'ADN ? Je la regardai, ses yeux brillants, son sourire confiant. Elle avait le nez de Melinda, mais maintenant je pouvais voir d'autres traits. Une mâchoire plus forte, une forme d'œil différente. Bientôt, ma puce. Très bientôt. Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, je m'assis dans mon atelier du garage et fis ce que je fais toujours quand le monde cesse d'avoir un sens. Je planifiais, première étape, découvrir qui était le vrai père. Deuxième étape, m'assurer que justice soit rendue.
J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper. 3 semaines après le début de ma nouvelle réalité, je suis devenu le mari parfait. Chérie, je pense que nous devrions essayer la thérapie de couple, dis-je au petit déjeuner, tendant la main pour serrer celle de Melinda. Elle s'étouffa presque avec son jus d'orange. La thérapie? Pourquoi? Je fabriquais le juste degré de vulnérabilité. J'ai l'impression que nous nous sommes éloignés ces derniers temps. Je veux réparer ce qui ne va pas. Ses yeux cherchèrent la tromperie sur mon visage et ne trouvèrent qu'une sincérité fabriquée. Logan, je pense que c'est une très bonne idée. Emma et Jacob mangèrent leurs céréales, insensibles à la mise en scène qui se déroulait autour d'eux. Les enfants de cet âge vivent dans l'instant. Ils ne voient pas les fissures dans les fondations avant que la maison entière ne s'écroule. Je t'aime, dis-je à Melinda et je lui embrassai le front. Quoi que ce soit qui te tracasse, nous pouvons le surmonter. Elle commença à pleurer alors. De vraies larmes. Probablement la première émotion véritable qu'elle m'avait montrée depuis des mois. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Le mensonge eut le goût des cendres dans ma bouche. Cet après-midi-là, j'ai passé 2 appels téléphoniques. Le premier à la docteure Sarah Chen, une conseillère conjugale avec d'excellentes critiques et une liste d'attente de 3 semaines. J'ai programmé notre première séance et payé la compte. Le deuxième appel fut pour Nora Valdez, une détective privée recommandée par un collègue dont la femme avait trompé son mari avec son professeur de tennis. « Que voulez-vous savoir exactement » demanda Nora. Sa voix était purement professionnelle. Pas de jugement. Tout. Où elle va, qui elle voit, ce qu'elle cache. Le forfait de surveillance standard coûte 5 cents par jour, plus les dépenses. L'argent n'est pas un problème. J'aurais besoin d'une photo récente et de sa routine quotidienne. J'ai envoyé les informations de Melinda par courriel dans l'heure. Notre première séance de thérapie de couple était prévue pour jeudi soir. Melinda semblait nerveuse, tapotant nerveusement sa bague de mariage pendant le trajet. « Et si elle nous demande des choses dont nous ne voulons pas discuter » dit-elle. « Comme quoi ? » Je ne sais pas, des choses privées. Je gardais les yeux sur la route. Nous n'avons rien à nous cacher, n'est-ce pas? Elle se tut après ça. Le bureau de la docteure Chen était tout en tons de terre et en affiches inspirantes. Le genre d'endroit conçu pour que les gens se sentent suffisamment en sécurité pour confesser leurs secrets. « Qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici aujourd'hui » demanda la docteure Chen après que nous nous soyons installés dans ces fauteuils moelleux. Je regardai Melinda avec attente. Elle tourna à nouveau sa bague. « Nous nous sommes éloignés » dit-elle finalement. J'ai l'impression que Logan travaille trop et j'ai eu des cas difficiles au travail. Je veux être plus présent, ajoutai-je. J'ai réalisé que je pouvais prendre notre famille pour acquise. Pendant 45 minutes, nous avons exécuté la danse d'un couple essayant de sauver son mariage. J'ai joué le rôle du mari dévoué, reconnaissant ses défauts. Melinda a joué l'épouse dépassée cherchant un lien. Aucun de nous n'a mentionné les vrais problèmes. Vendredi matin, Nora a appelé. Votre femme a rencontré quelqu'un, dit-elle. 2 fois cette semaine au Riverside dîner sur la 5e rue. Toujours le même homme. Mon sang se figea. Description, un ouvrier du bâtiment d'une 40aine d'années, Brian, conduit un pick-up rouge. Il semble se connaître. Procurez-moi des photos. C'est déjà fait. Je les envoie par courriel maintenant. J'ouvris la pièce jointe sur mon téléphone et faillis le laisser tomber. Brian. Brian Russo, l'ex-mari de Melinda, l'homme dont elle avait divorcé 8 mois avant que nous ne commencions à sortir ensemble. L'homme qui avait si complètement disparu de sa vie qu'elle le mentionnait rarement. Sauf qu'il n'avait pas disparu du tout. Je fixai la photo de se tenant la main sur la table du restaurant. Le visage de Melinda montrait plus de vitalité que je n'en avais vu depuis des mois. Brian se penchait en avant, parlant intensément, sa main couvrant la sienne. La chronologie s'imbriqua comme des pièces de puzzle. Emma avait 10 ans, Jacob 8. Melinda et moi avions commencé à sortir ensemble il y a 9 ans et demi. Elle était tombée enceinte d'Emma 6 mois après notre rencontre, ou du moins, c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais si Brian était le père d'Emma, alors Melinda avait couché avec nous deux dès le début. Je sauvegardai les photos dans un dossier sécurisé et supprimai l'email. Ce soir-là, je suggérai de commander des pizzas et de passer une soirée cinéma en famille. Les enfants choisirent un dessin animé débile avec des voitures qui parlent, mais j'y prêtais à peine attention.
Au lieu de cela, j'étudiais leur visage dans la lumière vacillante de l'écran, cataloguant tous les traits qui n'étaient pas les miens. Jacob avait les sourcils épais de Brian. Emma avait son menton fausseté. Comment avais-je pu être si aveugle? Papa, tu ne regardes pas, se plaignit Emma. Désolé, ma puce. Je pensais juste au travail. Melinda se blottit contre mon épaule, cherchant le réconfort d'un homme dont elle avait détruit la vie. Je l'entourai de mon bras et la tins près de moi, planifiant déjà sa destruction. Lundi matin apporta un autre appel de Nora. J'ai quelque chose d'intéressant, dit-elle. Votre ami Brian n'est pas au courant pour les enfants. Quoi? J'ai écouté leur conversation hier. Elle ne lui a jamais dit qu'il était le père. Elle ne cesse de parler de sa culpabilité, de son désir que les choses soient différentes, mais elle est terrifiée à l'idée de perturber la vie des enfants. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle le protège. Il semblerait. Et elle se protège aussi. S'il connaissait la vérité, il pourrait réclamer la garde, une pension alimentaire, tout le bazar. Continuez à les surveiller. Je veux tout savoir. Après avoir raccroché, je restais assis dans mon camion devant le chantier où je consultais pour un nouveau complexe d'appartements. Des hommes en casque portaient du bois et opéraient des machines, construisant quelque chose de solide et de réel. Pendant que mon monde s'effondrait sous le poids des mensonges, Brian Russo pensait qu'il volait la femme d'un autre homme. Il n'avait aucune idée qu'il ne faisait que récupérer ce qui avait toujours été le sien. Mais il était sur le point de le découvrir. Et quand il le ferait, je m'assurerais qu'ils paient tous les deux le prix de 16 ans de tromperie. Cheryl Moss avait le genre d'intelligence vive qui tranchait les complexités légales comme un scalpel la chair. Son bureau du centre-ville donnait sur le palais de justice, ce qui semblait approprié pour ce que j'avais en tête. La planification successorale à 38 ans semble prématurée, dit-elle, examinant les documents que j'avais demandés. À moins qu'il y ait quelque chose que vous ne me disiez pas, ma femme est assistante sociale. Je suis ingénieur. Nous voyons ce qui arrive aux familles lorsque les gens ne planifient pas à l'avance. Cheryl acquiesça avec approbation. Bonne réflexion. La procuration générale donnera à votre femme une autorité financière complète si vous devenez incapable. Les formulaires de transfert de bénéficiaires assureront une transition d'actifs en douceur. Et cette fiducie aveugle, c'est une protection sophistiquée. Je veux que tout soit à l'épreuve des balles, dis-je. La sécurité de ma famille en dépend. Ce que je ne mentionnais pas, c'est que, à l'épreuve des balles, fonctionnait dans les deux sens. Les documents étaient élégants dans leur simplicité. La procuration générale conférait à Melinda une autorité étendue sur mes finances, la rendant légalement responsable de toute dette ou obligation contractée. La fiducie aveugle transférait nos actifs dans un réseau complexe d'entités légales que je contrôlais, mais dont elle serait responsable. Faites-lui signer tout devant un notaire, conseilla Cheryl. Je recommande de commencer par les petits documents, puis de passer aux documents de la fiducie. Y a-t-il une chance qu'elle se méfie? Pas si vous le présentez bien. La plupart des gens considèrent la planification successorale comme une paperasse ennuyeuse, pas une guerre financière. Je souris. Parfait. Ce soir-là, je présentai les documents à Melinda comme un geste romantique. J'ai pensé à notre avenir, dis-je, étalant les papiers sur la table de la cuisine après que les enfants se furent couchés. Que arrive-t-il à Emma et Jacob si quelque chose m'arrive? Son visage s'adoucit. Logan, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Mais si. Mon travail comporte des risques. Chantier de construction, structures instables. Je veux savoir que toi et les enfants êtes protégés. Je lui expliquai chaque document, expliquant comment la procuration lui permettrait d'accéder immédiatement à nos comptes, comment les transferts de bénéficiaires éviteraient l'homologation, comment la fiducie protégerait nos actifs des impôts et des poursuites. Ça a l'air si compliqué, dit-elle, parcourant le langage juridique. C'est pourquoi j'ai engagé le meilleur avocat de la ville. Tout ce que tu as à faire, c'est signer. Elle hésita à la ligne de signature du document de procuration. Ça me donne beaucoup de contrôle sur ton argent. Tu es ma femme. À qui d'autre ferais-je confiance? Le stylo se déplaça sur le papier par des traits lents et prudents. Chaque signature était un autre maillon de la chaîne que je forgeais autour d'elle. Pendant qu'elle signait, je pensais à Brian Russo, à son entreprise de construction, à son projet de maison au bord du lac, à son ignorance complète du piège qui se refermait sur lui. Voilà, dit Melinda,
posant le stylo. J'ai l'impression d'avoir accepté quelque chose. Que je ne comprends pas, tu as accepté de protéger notre famille, dis-je en l'embrassant sur la joue. C'est tout ce qui compte. Le lendemain matin, je fis une autre visite au bureau de Cheryl. J'ai besoin d'établir une société écran, dis-je. Quelque chose lié au numéro de sécurité sociale de ma femme, mais avec mon contrôle opérationnel. Cheryl haussa un sourcil. C'est inhabituel. Quel est le but commercial? Investissement immobilier. Je veux son nom sur les documents pour des avantages fiscaux, mais je m'occuperai de la gestion réelle. Elle ouvrit les documents de constitution sur son ordinateur. Nous aurons besoin de sa signature sur les dépôts de l'entreprise. J'ai déjà une procuration. Ça marche. Quel est le nom de l'entreprise? J'avais longuement réfléchi à cela. Meridian Holdings LLC. En une semaine, Meridian Holdings existait en tant qu'entité légale. Compte bancaire ouvert, ligne de crédit établie, tout lié à l'identité de Melinda. Tout sous mon contrôle. La dernière pièce nécessitait plus de créativité. Je me rendis sur le chantier de Brian un mardi après-midi, portant mon gilet de sécurité et un presse-papier d'allure officielle. Les chantiers étaient faciles à infiltrer si l'on avait l'air d'y appartenir. Brian dirigeait une coulée de béton, son pick-up rouge garé à proximité. J'avais fait mes recherches. Il rénovait une maison au bord du lac comme projet personnel, faisant la plupart des travaux électriques lui-même pour économiser de l'argent. « Excusez-moi », criai-je. « Inspecteur de la ville, je dois vérifier le statut du permis au 847 Lakeshore Drive. » Brian eut l'air agacé. « C'est mon projet personnel. Tout est aux normes. » « J'en suis sûr, mais nous avons eu une plainte concernant des travaux électriques non autorisés. Vous avez vos papiers de permis à portée de main. » Son visage s'assombrit. « Quelle plainte? Un tuyau anonyme dit que vous faites une installation électrique de qualité commerciale sans les permis appropriés. C'est des conneries. Je connais le code mieux que la plupart des électriciens. Je griffonnais des notes sur mon presse-papier. Peut-être, mais j'ai quand même besoin de voir la documentation. Vous pouvez l'apporter à la mairie demain où je peux planifier une inspection formelle. Très bien. J'apporterai les papiers. Bien. Demandez l'inspecteur Morrison au bureau des permis. Il n'y avait pas d'inspecteur Morrison, bien sûr, mais le temps que Brian s'en rende compte, d'autres rouages seraient déjà en mouvement. Ce soir-là, j'ai déposé une plainte formelle pour violation du code contre le 847 Lakeshore Drive, citant des modifications électriques non autorisées et des risques potentiels pour la sécurité. La ville devrait enquêter dans les 10 jours ouvrables. J'ai également envoyé un tuyau anonyme à l'IRS signalant des transactions en espèces suspectes liées à l'entreprise de construction de Brian. Les autorités fiscales agissaient plus lentement que les inspecteurs municipaux, mais elles étaient méticuleuses. Melinda semblait distante pendant le dîner, picorant sa nourriture pendant que les enfants discutaient de l'école. « Tout va bien ?» demandai-je. « Juste fatigué, grosse charge de travail. Peut-être devrais-tu prendre des congés. On pourrait planifier des vacances en famille. » Elle força un sourire. Ça a l'air sympa, mais... Son téléphone vibra avec un message texte, et son attention disparut à nouveau. J'aperçus le nom sur son écran avant qu'elle ne le retourne. Brian. Excusez-moi, dit-elle, se dirigeant vers la salle de bain. Appel professionnel. J'attendis 60 secondes, puis la suivis discrètement, sa voix étouffée transperça la fine porte. On ne peut pas continuer à se rencontrer comme ça. Logan se méfie. J'ai besoin de plus de temps pour comprendre les choses. Je retournai à la table du dîner avant qu'elle ne finisse son appel. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, j'ai fouillé son téléphone. L'historique des conversations avec Brian remontait à des mois. Supprimé régulièrement, mais pas complètement. Le dernier échange me glaça le sang. Brian, tu me manques, ce que nous avions me manque. Melinda, ça me manque aussi, mais les enfants. Logan, c'est compliqué. Brian, certaines choses valent la complication. Melinda, je sais. J'ai juste besoin de plus de temps. J'ai fait des captures d'écran de tout et les ai téléchargées sur un compte cloud sécurisé. Puis je me suis assis dans mon atelier du garage, entouré des outils et des plans qui avaient toujours eu un sens pour moi, et j'ai planifié la phase suivante de leur destruction. La justice exigeait de la patience, mais aussi de la précision. Et j'étais très bon dans les deux.
Le barbecue dans le jardin des Henderson était la scène parfaite pour ma performance. 30 voisins, de la bière fraîche, et le genre d'ambiance de banlieue où tout le monde prétendait que sa vie était aussi parfaite que sa pelouse. J'avais suggéré à Melinda d'inviter Brian. Tu n'as pas mentionné qu'il travaillait sur le projet Morrison en centre-ville? J'aimerais bien discuter avec lui des défis structurels. Elle avait eu l'air surprise. Tu veux rencontrer Brian? Pourquoi pas? Tu parles de lui parfois. Il a l'air d'être un type bien. Le mensonge vint si facilement que ça me fit peur. Brian arriva à 18h30, portant un jean et un polo qui mettaient en valeur sa carrure d'ouvrier du bâtiment. Le visage de Melinda s'illumina en le voyant, puis s'assombrit rapidement quand elle se souvint où elle était. « Logan, voici Brian Russo, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Brian, mon mari, Logan. » Je lui tendis la main avec un sourire sincère. « Enchanté de te rencontrer enfin. Mel m'a beaucoup parlé de ton travail. » La poignée de main de Brian était ferme, confiante. De même, elle dit que tu es ingénieur en structure, principalement des projets commerciaux. Ennuyeux par rapport à ton travail manuel. Nous avons parlé métier pendant 20 minutes, debout près du grill pendant que Ted Henderson retournait les hamburgers. Brian était compétent, éloquent, complètement inconscient qu'il parlait à un homme dont il avait détruit la vie. Je travaille sur une rénovation de maison au bord du lac, dit-il, je fais la plupart des travaux électriques moi-même. Ces vieilles maisons ont un câblage bizarre. L'électricité peut être délicate, dis-je en sirotant ma bière. Une erreur et tu es face à de graves risques d'incendie. Parle-moi. J'ai l'inspecteur de la ville sur le dos pour un problème de permis. Je secouai la tête avec sympathie. Les bureaucrates de la ville. Ils ne comprennent probablement pas la vraie construction. Melinda nous rejoignit, portant une assiette de salade de pommes de terre. Ses mains tremblaient légèrement. Vous avez l'air de bien vous entendre, dit-elle. Brian me parle de son projet de maison au bord du lac, dis-je en la serrant par la taille. Ça a l'air d'être un travail d'amour. Les yeux de Brian se posèrent un instant sur ma main sur la hanche de Melinda, puis revinrent sur mon visage. Oui, c'est un projet de longue haleine. Certaines choses valent la patience. Le double sens ne fut perdu pour aucun de nous. J'ai toujours voulu récupérer ma famille, continua Brian, sa voix décontractée, mais ses yeux fixés sur les miens. Je ne pensais pas devoir passer par quelqu'un d'autre pour l'obtenir. Le défi était clair. Melinda devint raide contre moi. Je ris, levant ma bouteille de bière. À la famille et au vrai père qui les protège. Le sourire de Brian vacilla. Il leva sa bouteille lentement, la confusion clignotant sur ses traits. Au vrai père, répéta-t-il. Nous avons bu à sa destruction. Plus tard, alors que les enfants jouaient au cornhole et que les adultes étaient assis autour du brasero, mon ami Théo arriva. Je l'avais appelé plus tôt, sachant que son expertise serait utile. Logan, content de te voir, dit Théo en me serrant la main. Ça te dérange si je prends une bière? Théodore Marx avait 45 ans, il était retraité de la police après avoir reçu une balle dans la jambe lors d'un appel pour violence domestique. Maintenant, il tenait un petit atelier de réparation automobile et aidait ses amis pour des petits boulots qui exigeaient de la discrétion. Théo, voici Brian Russo. Brian, voici Théo. Nous sommes amis depuis le lycée. Enchanté de te rencontrer, dit Brian. De même. Logan me dit que tu es dans la construction. C'est exact. Je rénove actuellement une maison au bord du lac. Les yeux de Théo s'aiguisèrent d'un intérêt professionnel. Tu fais ton propre électricité? La plupart. Pourquoi? Juste curieux. Je vois beaucoup d'incendies électriques dans mon travail. Ça vient généralement d'un câblage défectueux ou de circuits surchargés. Brian eut l'air mal à l'aise. Je sais ce que je fais. J'en suis sûr. Ça te dérange si j'y jette un œil un jour? J'aime voir du travail de qualité. Peut-être. C'est encore assez brut. Je regardais l'échange avec satisfaction. Théo avait été briefé sur le projet de Brian plus tôt dans la semaine. Son offre décontractée n'était pas décontractée du tout. Alors que la soirée touchait à sa fin, les voisins commencèrent à rassembler leurs enfants et à dire au revoir. Brian s'attarda, voulant clairement parler à Melinda en privé. « Merci de m'avoir invité, dit-il, me serrant la main à nouveau. C'était sympa.
N'importe quand. Peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble un jour. Parler de ce projet Morrison. Oui, peut-être. Il se dirigea vers son camion, puis s'arrêta et se retourna. Logan, ton tableau électrique n'est pas sûr. Tu devrais le faire réparer. Mon sourire ne vacilla jamais. Merci pour l'information. Je vais demander à Théo de jeter un œil. Après son départ, Melinda fut silencieuse pendant le nettoyage. Les enfants aidèrent à transporter les assiettes à l'intérieur tandis que les adultes pliaient les chaises. Ça s'est bien passé, dis-je. Brian a l'air d'être un bon gars. Il l'est, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous l'inviter à dîner un jour. Je pense que les enfants l'aimeraient. Le visage de Melinda devint pâle. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pourquoi pas? C'est ton ami. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Logan, je sais, chérie. Je sais tout. L'assiette glissa de ses mains et se brisa sur les dalles du patio. Mais je continuais de sourire, de jouer le rôle du mari compréhensif, même si je la regardais voir son monde commencer à s'écrouler, exactement comme je l'avais prévu. La confession arriva un jeudi soir de septembre. Après que les enfants furent endormis et que la maison se fut installée dans le calme du soir, Melinda s'assit sur notre lit, enfin prête à se décharger du poids qu'elle portait. Logan, je dois te dire quelque chose. Je levai les yeux de mon ordinateur portable où j'étais en train d'examiner les spécifications structurelles d'une expansion de centre commercial. Que as-tu en tête? Elle prit une inspiration tremblante. J'ai vu Brian. Le choc sur mon visage fut parfaitement calibré. Que veux-tu dire par voir? Pas comme ça. Juste parler. Se rencontrer pour prendre un café parfois. Je fermai l'ordinateur portable et lui accordai toute mon attention. Depuis combien de temps? Quelques mois, peut-être plus. Je laissai le silence s'étirer entre nous, la regardant se tortiller. Puis je tendis la main et pris la sienne. As-tu une liaison? Non. Dieu, non. Nous parlons du bon vieux temps. De ce qui a mal tourné entre nous? Est-ce que tu l'aimes encore? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Les yeux de Melinda se remplirent de larmes. Je ne sais pas. Peut-être, Logan. Je suis tellement confuse. Je lui serrai la main doucement. Merci de me l'avoir dit. Tu n'es pas en colère? Je suis blessé, mais je suis content que tu aies été honnête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'enregistrais notre conversation sur mon téléphone, qui était posé face cachée sur la table de chevet avec l'application de mémo vocal en marche. Brian me fait me sentir chez moi, continua-t-elle, les mots jaillissant maintenant que le barrage avait cédé. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais avant les responsabilités et les hypothèques et d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Qui essaies-tu d'être? L'épouse parfaite, la mère parfaite, quelqu'un digne d'un homme comme toi. Je sentis quelque chose de froid et de vicieux se dérouler dans ma poitrine. Tu es digne, Mel. Tu es la mère de mes enfants. Elle commença à pleurer alors. À vraiment pleurer. Et je la tins pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. Ses larmes traversaient mon t-shirt, chaque goutte un clou de plus dans son cercueil. Le lendemain matin, j'ai édité l'enregistrement pour isoler les parties les plus incriminantes. Brian me fait me sentir chez moi. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais. Je ne sais pas. Peut-être que je l'aime encore. J'ai téléchargé le fichier audio sur un compte email anonyme et l'ai envoyé à Brian avec pour objet « Quelque chose que tu devrais savoir ». Puis j'ai attendu. La réaction de Brian fut rapide et explosive. Selon le rapport de surveillance de Nora, il appela Melinda dans l'heure qui suivit la réception de l'email, exigeant de la rencontrer immédiatement. Ils se retrouvèrent à Riverside Park, loin de leur restaurant habituel. Nora capta leur dispute avec un téléobjectif et un microphone directionnel. « Tu lui as parlé de nous » cria Brian, le visage rouge de colère. Je devais le faire. Il commençait à se méfier. « Alors, tu m'as sacrifié. » Je ne lui ai pas tout dit, juste que nous nous parlions. « Et les enfants, Mel? Et Emma et Jacob? » Melinda devint raide. « Qu'est-ce qu'ils ont? Ne fais pas l'idiote. Nous connaissons tous les deux la chronologie. Ce sont les enfants de Logan. Vraiment?
Le silence s'étira entre eux comme un abîme. Finalement, Melinda parla d'une voix si basse que Nora dut amplifier l'audio pour la rendre audible. Oui, ce sont les siens. Brian lui saisit les épaules. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ça. Elle ne put pas le faire. Putain de merde, Mel. Combien de temps allais-tu me le cacher? Toujours. J'allais le cacher toujours. Ce sont mes enfants. Non. Logan les a élevés. Logan les aime. Logan est leur père. Brian la relâcha et recula, passant ses mains dans ses cheveux. C'est le bordel. Toute cette situation est complètement foutue, c'est pourquoi nous devons arrêter de nous voir. Non. Pas question. Je ne vais pas abandonner mes enfants. Ils ne savent pas que tu existes. Alors peut-être est. Il temps qu'ils l'apprennent. Melinda lui attrapa le bras. Brian, s'il te plaît, si tu tiens un tant soit peu à moi, tu laisseras ça tranquille. Je ne peux pas, tu dois le faire. Et si j'exige un test de paternité? Alors tu détruiras 3 vies innocentes pour tes propres besoins égoïstes. Et mes besoins à moi. Et ce que je mérite? Tu mérites l'honnêteté, mais les enfants méritent la stabilité. Brian la regarda un long moment, son visage passant de la colère à la douleur, et à quelque chose qui ressemblait au désespoir. Je veux faire partie de leur vie. Tu ne peux pas, pourquoi pas? Parce que Logan ne le permettrait jamais. Et s'il découvrait la vérité? Elle ne finit pas la phrase. Quoi? Qu'est-ce qui se passerait? Il me les enlèverait. Il divorcerait et obtiendrait la garde, et je ne les reverrai plus jamais. L'expression de Brian s'adoucit légèrement. Il ne ferait pas ça. Tu ne connais pas Logan comme moi. Il est méthodique. Il planifie tout. S'il voulait me détruire, il trouverait un moyen. Je devais admirer sa perspicacité, même si cela scellait son destin. Ce soir-là, Melinda rentra à la maison comme si elle avait été frappée par un camion. Elle accomplit les gestes du dîner et de l'aide aux devoirs, mais son esprit était clairement ailleurs. Tout va bien, demandai-je pendant que nous chargions le lave-vaisselle. Juste un cas difficile au travail. Tu veux en parler? Pas vraiment. J'acquiesçai avec compréhension. Parfois le stress du travail nous suit à la maison. Oui. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait agitément à côté de moi, je composai un autre message anonyme à Brian. Cette fois, j'y inclus une photo de la fête des 10 ans d'Emma. Melinda tenant les 2 enfants tandis que Brian se tenait en arrière-plan, clairement visible, mais recadré de la photo de famille originale. Le message était simple, ces enfants méritent de connaître leur vrai père. Je programmai l'envoi à 3 heures du matin, quand les gens prennent leurs pires décisions. Au matin, Brian serait contraint de choisir entre respecter les souhaits de Melinda et réclamer ce qui lui revenait de droit. Je savais déjà quel choix il ferait. Et quand il le ferait, la phase finale de mon plan pourrait commencer. J'ai choisi le dîner d'anniversaire des Henderson pour un impact maximal. 30 de nos voisins les plus proches, 3 plats, et assez de vin pour délier les langues et abaisser les inhibitions. Logan, c'est une surprise si attentionnée, s'exclama Carol Henderson alors que je connectais mon ordinateur portable à leur système de divertissement. Un diaporama de souvenirs du quartier. Juste quelque chose que j'ai monté, dis-je, ajustant les paramètres d'affichage. Je pensais que ce serait amusant de se remémorer. Melinda était assise à la table, picorant son saumon. Elle avait été distante toute la semaine, depuis que Brian avait commencé à la presser à propos des enfants. Selon les rapports de Nora, il l'appelait constamment, menaçant de se présenter chez nous, exigeant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Mesdames et messieurs, annonçai-je, levant mon verre de vin. Avant de nous régaler de l'incroyable dessert de Carole, j'ai pensé que nous ferions un voyage dans le passé. Les lumières s'éteignirent. Les premières diapositives étaient des barbecues de quartier anodins, des fêtes de fin d'année, des anniversaires d'enfants. Tout le monde souriait et montrait du doigt des versions plus jeunes d'eux-mêmes. Puis vint la diapositive 15. Les résultats du test de paternité d'Emma remplirent l'écran de 60 pouces en noir et blanc. Clinique, indéniable, probabilité de paternité 0,00%. La pièce devint silencieuse. Les verres de vin s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. La fourchette de quelqu'un cliqueta contre son assiette. Logan? La voix de Ted Henderson était confuse. Qu'est-ce que c'est? Je cliquai sur la diapositive suivante.
Les résultats de Jacob. Même conclusion dévastatrice. Logan, arrête, murmura Melinda, mais sa voix fut perdue dans le murmure croissant de conversations choquées. La diapositive suivante était la forme d'onde audio de sa confession avec les citations clés surlignées en rouge. Brian me fait me sentir chez moi. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais. Peut-être que je l'aime encore. J'appuyai sur lecture. La voix de Melinda remplit la pièce, brute d'émotion et dévastatrice dans son honnêteté. Éteins-le, dit-elle plus fort maintenant. S'il te plaît, Logan, éteins-le. Mais je ne faisais que commencer. La dernière diapositive était une photographie que j'avais prise à travers la fenêtre de notre cuisine il y a 3 jours. Melinda et Brian dans notre jardin, s'étreignant pendant que les enfants jouaient à l'intérieur. L'horodatage indiquait mardi à 16h30, pendant sa supposée réunion de cas. La pièce éclata. Des soupirs de surprise, des chuchotèmes. Quelqu'un laissa tomber son verre de vin. Carol Henderson commença à pleurer. Ted avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Melinda se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Je dois y aller. Elle courut vers la porte, cherchant maladroitement son sac à main et ses clés. La moitié de la pièce la regarda fuir tandis que l'autre moitié me fixait avec des expressions allant de l'horreur à la fascination. Eh bien, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Je suppose que cela explique pourquoi je me sentais déconnecté de ma famille ces derniers temps. Brian choisit ce moment pour arriver. Il franchit la porte d'entrée des Henderson sans frapper, s'attendant probablement à trouver Melinda et à poursuivre leur dispute sur les enfants. Au lieu de cela, il trouva 30 voisins le regardant comme s'il avait une deuxième tête. « Où est-elle » demanda-t-il. Je me levai lentement, tous les yeux de la pièce suivant le mouvement. Elle est partie. Mais je suis content que tu sois là. Nous devons parler. Fils de... Tu as planifié ça. J'ai exposé la vérité. Il y a une différence. Brian s'avança, les poings serrés. Tu l'as humiliée devant tout le monde. Elle s'est humiliée elle-même. J'ai juste fourni la preuve. Ce sont mes enfants. La pièce retint collectivement son souffle. La femme de quelqu'un n'attrapa le bras de son mari. Le sont-ils, demandai-je. Parce qu'ils m'appellent papa depuis respectivement 8 et 10 ans. Ils ne savent même pas que tu existes. Ça va changer. Je souris, sentant le poids de 30 témoins de sa menace. Ah oui? Tu veux expliquer à Emma et Jacob que toute leur vie a été un mensonge? Que maman trompait papa avant même qu'il ne soit né? Espèce de bâtard. Non, Brian. Ce seraient tes enfants. Il se jeta sur moi alors, exactement comme je l'avais espéré. Nous tombâmes lourdement, renversant des chaises et faisant s'écraser un verre de vin au sol. Brian était plus fort, mais je m'attendais à l'attaque. Ted Henderson et 2 autres hommes nous séparèrent avant que des dommages réels ne soient faits. Faites-le sortir d'ici, dis-je, redressant ma chemise. Du sang coulait de ma lèvre fendue. Avant que j'appelle la police. Ce n'est pas fini, grogna Brian alors que Ted et Jim Morrison l'escortèrent vers la porte. Tu as raison, dis-je, fouillant dans la poche de ma veste. Ça ne l'est pas, je sortis une petite boîte en carton et la jetai à ses pieds. Des feux d'artifice se répandirent sur le sol, des pétards et des fusées de la fête de l'indépendance. Tu devrais être plus prudent avec les risques d'incendie, dis-je. Les vieilles maisons brûlent si facilement. La menace était inéquivoque. Le visage de Brian devint blanc. Tu es fou. Je suis méthodique. Il y a une différence. Après l'avoir traîné dehors, je me tournai pour faire face à la pièce pleine de voisins choqués. Certains prenaient déjà leur téléphone, probablement pour envoyer des SMS à d'autres amis à propos du drame qu'ils venaient de vivre. Je m'excuse d'avoir perturbé votre soirée, dis-je, mais parfois la vérité doit éclater. Carol Henderson pleurait toujours. Son mari avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Je ramassai mon ordinateur portable et me dirigeai vers la porte, m'arrêtant seulement pour m'adresser à la pièce une dernière fois. Pour ceux qui se posent des questions sur Emma et Jacob, ils sont innocents dans tout ça. Quoi qu'il arrive entre les adultes, ces enfants méritent d'être protégés. Je sortis dans l'air nocturne, laissant derrière moi 30 témoins du début de la fin. La maison au bord du lac était située sur 3 acres de pins, suffisamment isolés pour que les cris ne portent pas jusqu'aux voisins. Brian avait choisi l'endroit pour l'intimité,
sans jamais réaliser à quel point cela servirait parfaitement mes dessins. Théo et moi nous sommes approchés à travers les bois à 2 heures du matin, un jeudi sans lune. Il portait une boîte à outils remplie d'équipements spécialisés, pince à dénuder, testeur de tension, et une petite torche au propane qui ne laisserait aucune trace. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il alors que nous atteignions le chantier. « Il a menacé ma famille, dis-je. Ça en fait de la légitime défense. » La maison était un squelette de montant de X4 et de câblage exposé, exactement comme Brian l'avait décrit au barbecue. Il avait fait le travail électrique lui-même, ce qui signifiait pas de permis, pas d'inspection, et pas de protocole de sécurité. Parfait pour ce que j'avais prévu. Nous sommes entrés par la porte arrière, que Brian avait laissé déverrouiller par complaisance rurale. Le tableau électrique principal était monté sur le mur du fond, son couvercle métallique montrant déjà des signes de rouille à cause de l'humidité du lac. C'est du travail d'amateur, marmonna Théo, examinant le câblage avec sa lampe de poche. La moitié de ces connexions sont des serrées. Peux-tu faire en sorte que ça ressemble à un accident? Mon gars, c'est déjà un accident en puissance. Je n'ai qu'à accélérer le processus. Il ouvrit sa boîte à outils et se mit au travail. La beauté des incendies électriques réside dans leur imprévisibilité. Une connexion lâche crée de la chaleur. La chaleur crée plus de résistance. Plus de résistance crée plus de chaleur. Finalement, le cycle devient auto-entretenu jusqu'à ce que quelque chose s'enflamme. Théo desserra 3 connexions dans le panneau principal et dénuda l'isolation sur un fil de terre qui courait derrière la cloison sèche. Puis il installa un petit mécanisme de temporisation utilisant une minuterie et un élément chauffant. Quand la minuterie s'activera, cela créera un court-circuit, expliqua-t-il. Le disjoncteur devrait se déclencher, mais avec ses connexions desserrées, il pourrait ne pas se déclencher assez vite. Le fil derrière le mur chauffera et enflammera l'isolation. Combien de temps? 4 heures, à peu près. Nous étions de retour dans mon camion à 2h45 du matin. J'ai déposé Théo à son atelier et suis rentré chez moi où j'ai trouvé Melinda assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid et les yeux rougis. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Je n'arrivais pas à dormir, je suis allé faire un tour. Elle acquiesça distraitement. Les enfants ont posé des questions sur le dîner, sur la raison pour laquelle tu as montré ces photos. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que parfois les adultes ont des désaccords. C'est une façon de le dire. Elle me regarda avec quelque chose qui s'approchait de la haine. Tu as détruit ma vie devant nos amis. Tu as détruit notre mariage devant nos enfants. J'ai juste rendu la chose publique. Que se passe-t-il maintenant? Je me versai un verre d'eau et m'assis en face d'elle. Maintenant, tu décides si tu veux essayer de sauver ce qui reste de cette famille ou si tu veux t'enfuir avec Brian et abandonner les enfants que tu prétends aimer. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Tu as fait ton choix il y a 16 ans quand tu es tombée enceinte des enfants d'un autre homme et que tu as menti à ce sujet. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est toi qui as essayé d'éviter les conséquences. Son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et son visage devint pâle. Il veut me rencontrer demain pour parler des arrangements de garde. Tu y vas? Je ne sais pas, je me penchai en arrière sur ma chaise. Si tu y vas, il ne restera plus rien pour toi à quoi revenir. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai passé le dernier mois à me protéger légalement et à protéger nos actifs. Si tu abandonnes cette famille, tu le feras avec rien d'autre que les vêtements sur ton dos. Ses yeux s'écarquillèrent. Logan, qu'as-tu fait? J'ai planifié à l'avance, comme je le fais toujours. Le minuteur de la maison de Brian au bord du lac s'activerait dans 3h30. Je suis monté et me suis couché, réglant mon réveil pour 6h du matin. Au moment où il sonnerait, Brian Russo serait en train de gérer les enquêteurs d'assurance et les pompiers, essayant d'expliquer comment ces travaux électriques avaient si catastrophiquement mal tourné. Melinda n'est jamais venue se coucher. Quand je me suis réveillé, elle était partie. Sa voiture manquait, son sac à main avait disparu, et il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine. Je suis désolé. Je vais essayer de régler ça. Ne m'attends pas. J'ai préparé le petit déjeuner pour Emma et Jacob, les ai aidés à se préparer pour l'école et les ai embrassés pour leur dire au revoir comme n'importe quel autre matin. Ils discutaient de leurs devoirs et de leurs amis, ignorant superbement que leur monde était sur le point de s'effondrer. À 6h47 du matin, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Logan, c'est Brian.
Bonjour Brian. Comment se passe le projet de la maison au bord du lac? Elle a brûlé. Toute cette putain de chose a brûlé. J'ai réussi à avoir l'air choqué. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Incendie électrique. Le chef des pompiers dit que c'était un câblage défectueux. C'est terrible. Quelqu'un a été blessé? Mais elle était là quand c'est arrivé. On a failli ne pas s'en sortir. Mon sang se figea. Melinda était là. Elle est venue hier soir. Nous parlions des enfants, de la façon de gérer la situation. Vers 6 heures ce matin, nous avons senti de la fumée. Au moment où nous avons réalisé ce qui se passait, tout le mur arrière était en feu. Elle va bien? Secouée, mais elle va bien. Logan, je pense que quelqu'un a fait ça exprès. Je laissai le silence remplir la ligne pendant plusieurs secondes. Pourquoi penserais-tu ça? Le timing, juste après notre confrontation chez les Anderson. Brian, j'étais à la maison toute la nuit. Tu peux demander à mes voisins si tu veux. Je ne t'accuse pas dire. T'aimant, mais cela ressemble à plus qu'une coïncidence. Parfois, les vieilles maisons brûlent, surtout quand le travail électrique n'est pas aux normes. Sa voix devint froide. Va te faire foutre. Où est Melinda maintenant? À l'hôpital, inhalation de fumée. Elle ira bien, mais ils veulent la garder en observation. J'arrive tout de suite. Ne te donne pas la peine. Elle ne veut pas te voir. La ligne se coupa. Je restai assis dans ma cuisine, entouré des restes du petit déjeuner et du calme après la destruction. Les devoirs de mathématiques d'Emma étaient toujours étalés sur la table. Les camions jouets de Jacob étaient garés en rangée près de la fenêtre. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le détective Martinez du bureau du shérif. Monsieur Adams, je vous appelle au sujet d'un incendie de maison sur Lakeshore Drive. Votre femme était apparemment sur les lieux. Oui, Brian Russo vient de m'appeler. Melinda va bien? Elle est à l'hôpital, mais elle ira bien. Je vous appelle car il pourrait y avoir des irrégularités avec l'incendie. Nous aurons besoin de vous poser quelques questions. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Pouvez-vous justifier de votre emploi du temps la nuit dernière entre minuit et 6 heures du matin? J'étais à la maison, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis allé faire un tour vers 2 heures du matin. Je suis rentré vers 3 heures. Mes voisins ont peut-être vu mon camion. Quelqu'un d'autre peut-il vérifier cela? Mes enfants dormaient à l'étage, mais vous êtes les bienvenus pour vérifier avec les voisins. Nous le ferons. Monsieur Adams, saviez-vous que votre femme avait une liaison avec Monsieur Russo? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Détective, la moitié du quartier l'a découvert il y a 3 nuits. Ce n'est plus vraiment un secret. Je vois. Et comment avez-vous ressenti cette révélation? Comment pensez-vous que je me sois senti? Assez en colère pour vouloir vous venger? Je choisis mes mots avec soin. Détective, je suis ingénieur en structure. Quand j'ai un problème, je le résous avec de la documentation et des procédures légales, pas avec un incendie criminel. Si je voulais faire du mal à Brian Russo, je le poursuivrais en justice pour aliénation d'affection, je ne brûlerais pas sa maison. C'est une réponse très logique. Je suis une personne logique. Après que Martinez eut raccroché, je m'assis dans la maison silencieuse et attendis la suite. Cela ne prit pas longtemps. À 9h15 du matin, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était quelqu'un de l'IRS. Monsieur Russo, c'est l'agent Patricia Coleman de la division des enquêtes criminelles. Nous devons discuter de certaines irrégularités dans vos déclarations fiscales. J'ai failli sourire. Je pense que vous avez le mauvais numéro. C'est Logan Adams. Oh, mes excuses. Est-ce un numéro associé à Brian Russo ou à son entreprise? Pas à ma connaissance. Vous pourriez essayer son entreprise de construction. Merci. Après qu'elle eut raccroché, je m'accordai un petit moment de satisfaction. Le tuyau anonyme que j'avais déposé concernant les transactions en espèces de Brian avait suivi son cours à travers la bureaucratie avec l'efficacité typique du gouvernement. À midi, Brian serait aux prises avec les enquêteurs d'incendie, les experts d'assurance, les auditeurs fiscaux et les factures d'hôpital. Melinda choisirait entre un homme dont la vie s'effondrait et un mari qui tenait toutes les cartes. Et je serais en train de planifier les derniers mouvements d'une partie que je jouais depuis le moment où j'avais appris la vérité sur mes enfants.
La justice était méthodique, mais elle était aussi inévitable. Le compte offshore avait été établi 3 mois plus tôt par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats des îles Caïmans, parfaitement légal, complètement intraçable, et financé avec des actifs qui appartenaient techniquement à Meridian Holdings LLC, la société écran, liée au numéro de sécurité sociale de Melinda. Je m'assis dans le bureau de Cheryl Moss le vendredi après-midi, signant les documents de transfert finaux pendant qu'elle m'expliquait les implications légales. Une fois ces fonds transférés offshore, ils seront protégés des litiges nationaux, dit-elle. Même si votre femme demande le divorce et exige la divulgation des actifs, ces comptes n'apparaîtront sur aucun dossier financier américain. Et les dettes de la LLC resteront liées au crédit personnel de votre femme et à son numéro de sécurité sociale. En tant que titulaire de la procuration, elle est légalement responsable de toute obligation contractée par l'entreprise. Je signai le dernier document d'une belle écriture. De combien de dettes parlons-nous? Environ 400 000 $. Prêts commerciaux, achats d'équipements, paiement d'entrepreneurs pour des travaux qui n'ont jamais été réellement effectués. Tout est légitime sur papier? Absolument. La documentation est impeccable. Toute enquête montrera que Meridian Holdings s'est engagé dans des projets immobiliers spéculatifs qui n'ont pas généré de revenus. Votre femme, en tant que signataire principal, porte l'entière responsabilité légale. Je me levai et lui serrai la main. Merci, Cheryl. C'est un travail très minutieux. J'espère que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser ces protections. Moi aussi. Mais nous savions tous les deux que je le ferais. Ce soir-là, j'ai emmené Emma et Jacob manger des pizzas pendant que Melinda était encore à l'hôpital. Ils discutaient de l'école et des amis, ignorant superbement que leur père était en train de détruire systématiquement la vie de leur mère. « Maman est malade ?» demanda Emma, tournant du fromage autour de sa fourchette. « Elle va bien, ma puce. Elle a juste eu un petit accident. Elle sera de retour demain. » Quel genre d'accident? Elle était chez une amie quand il y a eu un petit incendie. Elle a respiré un peu de fumée, mais les médecins disent qu'elle ira parfaitement bien. Jacob eut l'air inquiet. Notre maison va prendre feu? Non, mon pote. Notre maison est sûre. Je m'en suis assuré. Après le dîner, nous nous sommes arrêtés à l'épicerie pour acheter les ingrédients de la soupe préférée de Melinda. Je voulais que tout paraisse normal quand elle rentrerait à la maison. Pendant que les enfants choisissaient leur crème glacée, je vérifiais mon téléphone. 3 appels manqués de Brian, 2 du détective Martinez, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai d'abord appelé le numéro inconnu. Résidence Adams. Monsieur Adams, c'est Carol Henderson. Je voulais m'excuser pour l'autre soir. Pas besoin, Carol. Vous avez été une hôtesse gracieuse dans des circonstances difficiles. Je voulais aussi vous faire savoir. Certaines personnes dans le quartier ont parlé de ce qui s'est passé, de ce que vous nous avez montré. J'en suis sûr. Le consensus général est que vous étiez dans votre droit. Ce que Melinda a fait, ce n'était pas juste pour vous ou les enfants. J'apprécie, Carol. S'il y a quoi que ce soit que Ted et moi puissions faire pour aider. Gardez juste un œil sur Emma et Jacob. Ils traversent beaucoup de choses en ce moment. Bien sûr. Ils sont les bienvenus chez nous à tout moment. Après avoir raccroché, je réalisais que l'opinion publique avait basculé en ma faveur. Le réseau de sympathie du quartier me soutiendrait quoi qu'il arrive ensuite, ce qui serait crucial pour maintenir la garde. Cette nuit-là, j'ai parcouru la maison méthodiquement, retirant toute preuve de mes activités récentes. Relevés bancaires, documents légaux, correspondance avec Nora et Théo. Tout est allé dans un coffre-fort ignifuge dans mon atelier de garage. J'ai également planté plusieurs objets qui soutiendraient mon récit, des brochures de thérapie de couple, des imprimés sur la façon de gérer l'infidélité, des recherches sur les droits de garde pour les parents non biologiques. Si les enquêteurs fouillaient la maison, ils trouveraient la preuve d'un homme essayant de sauver son mariage, pas de le détruire. Melinda rentra à la maison samedi matin, l'air épuisé et sentant légèrement la fumée. Les enfants coururent l'embrasser, et pendant un instant, la scène parut presque normale. « Comment te sens-tu » demandai-je. Comme si j'avais été frappé par un camion. L'important est que tu sois en sécurité. Elle étudia mon visage, cherchant un signe de l'homme qui avait orchestré son humiliation, mais j'avais mis cette version de moi-même de côté, du moins temporairement. Logan, nous devons parler après que les enfants seront couchés. Elle acquiesça et monta se doucher.
Ce soir-là, après qu'Emma et Jacob furent endormis, nous nous sommes assis dans le salon comme deux étrangers partageant une salle d'attente. Brian a de sérieux ennuis, dit-elle. J'ai entendu parler de l'incendie, des impôts, des violations de la ville. Quand il pleut, il verse. C'est toi qui as fait ça. J'ai fait quoi? Tout. L'incendie, l'enquête de l'IRS, les problèmes de permis. Tu as tout orchestré. Je secouai la tête tristement. Mel, je pense que le stress te rend paranoïaque. Les problèmes de Brian découlent de ses propres mauvaises décisions. Tu mens. Vraiment? Peux-tu prouver quoi que ce soit? Elle me regarda un long moment, puis fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite. J'ai engagé un avocat. Je demande le divorce. C'est ton choix? Je veux la garde des enfants. Pour quel motif? Tu as eu une liaison. Tu les as abandonnés pour passer la nuit avec ton amant. Et tu as failli mourir dans un incendie parce que tu n'étais pas à la maison où tu devais être. Son visage se froissa. Ce sont mes enfants. Le sont-ils? Parce que selon les tests ADN, ce sont les enfants de Brian. Ce qui fait de toi quoi, exactement? Une femme qui a menti à tout le monde pendant 10 ans. Est-ce sur la paternité? Espèce de bâtard. Non, Melinda. Je suis l'homme qui a élevé les enfants de ton amant comme les siens, a soutenu ta carrière, a payé tes factures et t'a aimé inconditionnellement jusqu'à ce que je découvre que tout notre mariage était bâti sur des mensonges. Elle commença à pleurer alors, de profonds sanglots qui secouaient tout son corps. Que veux-tu de moi? Je veux que tu disparaisses, dis-je doucement. Je veux que tu prennes ton amant et tes mensonges et que tu sortes de ma maison. Je veux que tu laisses Emma et Jacob avec le seul père qu'ils aient jamais connu. Et je veux que tu ne reviennes jamais. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de mère abandonne ses enfants pour jouer à la maison avec son ex-mari. Elle leva les yeux vers moi à travers ses larmes. Comment es-tu devenue si cruelle? Tu m'as appris. Le lendemain matin, elle était partie, avec une seule valise, et était partie pendant que les enfants dormaient encore. Pas d'adieu, pas d'explication, juste un mot disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. J'ai préparé le petit déjeuner et expliqué à Emma et Jacob que maman prenait de petites vacances pour se vider la tête. Ils semblèrent l'accepter avec la résilience des enfants qui avaient appris à ne pas poser trop de questions sur les problèmes d'adultes. À midi, j'avais changé les serrures. Au soir, j'avais commencé le processus d'adoption légale des enfants que j'avais toujours considérés comme les miens. Melinda pouvait avoir son amant, ses drames et ses maisons en feu, mais Emma et Jacob m'appartenaient. L'arrestation eut lieu un mardi matin alors que je révisais les plans d'un nouveau complexe médical. Le détective Martinez appela à 9h15 avec une nouvelle qui donna à mon café un goût de victoire. Je pensais que vous voudriez savoir. Nous avons arrêté Brian Russo ce matin pour de multiples accusations. Quel type d'accusation? Évasion fiscale, fraude à l'assurance et négligence criminelle en rapport avec l'incendie de la maison. L'enquête de l'IRS a révélé des incohérences intéressantes dans ses registres commerciaux. Je posai mon crayon. C'est malheureux. Ça empire. Sa compagnie d'assurance refuse de payer la réclamation. Il pense que l'incendie a été délibérément allumé pour masquer des problèmes financiers. Par Brian? C'est leur théorie. Un homme construit une maison qu'il ne peut pas se permettre, fait des travaux électriques de mauvaise qualité, puis la brûle quand la facture fiscale arrive à échéance. Cela semble un peu tiré par les cheveux, peut-être, mais les preuves sont convaincantes. Nous avons trouvé des résidus d'accélérant près du panneau électrique, et l'incendie a commencé exactement à l'endroit où ces violations de câblage étaient les plus graves. J'ai failli sourire. Théo avait été minutieux. Et Melinda. Elle était là quand c'est arrivé. Nous la traitons comme un témoin pour l'instant, mais si nous déterminons qu'elle était au courant du stratagème de fraude à l'assurance, cela pourrait changer. Après que Martinez eut raccroché, j'ai appelé Nora pour obtenir une mise à jour sur la situation de Melinda. Elle vit dans un motel sur l'autoroute 9, rapporta Nora. Payée de semaine en espèces, pas de revenus stables, pas de carte de crédit, pas d'immatriculation de véhicule. Que fait-elle pour l'argent? Bonne question. Je l'ai vue au bureau de chômage 2 fois, mais avec ses problèmes juridiques, trouver du travail ne sera pas facile. Problème juridique? L'IRS a gelé ses comptes hier.
Apparemment, il y a une société appelée Meridian Holdings avec de sérieuses dettes fiscales liées à son numéro de sécurité sociale. Je feignis la surprise. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. Elle non plus, d'après ce que j'ai pu voir. Elle a passé 3 heures au bureau de l'IRS à essayer de régler ça. Continuez à la surveiller. Je veux savoir si elle essaie de contacter les enfants. D'accord. Cet après-midi-là, j'ai récupéré Emma et Jacob à l'école et les ai emmenés chez leur grand-mère. La mère de Melinda, qui vivait à 20 minutes de là dans une communauté de retraités. Dorothy Walsh avait 73 ans, vive d'esprit, et ne m'avait jamais particulièrement apprécié, mais elle aimait ses petits-enfants, et j'avais besoin d'alliés dans ce qui allait arriver. Logan, c'est une surprise, dit-elle en ouvrant la porte pour nous trouver sur son seuil. Où est Melinda? C'est de ça que je voulais vous parler. Les enfants, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dans le jardin pendant que grand-mère et moi discutons? Emma et Jacob s'enfuirent pour explorer le jardin de Dorothy, nous laissant seuls dans son petit salon. Melinda et moi avons des problèmes, dis-je. Elle séjourne chez des amis pendant que nous essayons de régler les choses. Les yeux de Dorothy se rétrécirent. Quel genre de problème? Elle a revu son ex-mari. Les enfants ne le savent pas encore. Le visage de la vieille femme devint pâle. Brian? Elle revoit Brian? Vous le saviez. Je savais qu'elle n'était pas passée à autre chose quand vous vous êtes mariés. J'espérais qu'elle avait tourné la page. Moi aussi. Dorothy s'assit lourdement dans son fauteuil inclinable. Ces pauvres enfants. Ils doivent être si confus. J'essaie de maintenir la stabilité pour eux. Mais Melinda, elle fait des choix qui mettent Emma et Jacob en danger. Que voulez-vous dire? Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo que Nora avait prise la nuit de l'incendie. Melinda et Brian s'embrassant devant la maison en feu au bord du lac pendant que les pompiers travaillaient en arrière-plan. Elle était avec lui quand sa maison a brûlé. Elle aurait pu être tuée. Dorothy étudia la photo avec une horreur croissante. Elle a laissé les enfants seuls? Elle les a laissés avec moi. Mais oui, elle a abandonné sa famille pour être avec un autre homme. Je n'arrive pas à y croire. Je suis inquiet pour son état d'esprit. Elle fait face à des problèmes financiers, des problèmes juridiques, et elle a pris de très mauvaises décisions ces derniers temps. Que puis-je faire? Si elle vous contacte, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Les enfants ont besoin de stabilité en ce moment. Et Melinda, elle n'est pas capable de leur en offrir. Dorothy acquiesça lentement. Vous êtes un bon père, Logan. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Quand nous partîmes 1 heure plus tard, j'avais la promesse de Dorothy de soutenir ma demande de garde si cela devenait nécessaire. Ce soir-là, tandis que les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Logan, c'est moi. La voix de Melinda était faible, vaincue. Où es-tu? Est-ce important? J'ai besoin de voir les enfants. Ce n'est pas une bonne idée pour le moment. Ce sont mes enfants, le sont-ils? Parce que ton petit ami semble penser le contraire. Le silence s'étira entre nous. J'ai appris l'arrestation de Brian, continuai-je. Évasion fiscale, fraude à l'assurance. Tu sais vraiment comment choisir tes fréquentations. Je n'ai rien à voir avec ça. Dis-le à l'IRS. Je crois comprendre qu'ils ont gelé tes comptes. Logan, s'il te plaît. Je veux juste voir Emma et Jacob, et je veux les protéger du chaos que tu as créé. Je suis leur mère. Tu es une femme qui a menti sur leur paternité, les a abandonnés pour ton ex-mari, et a failli mourir dans un incendie parce que tu étais trop occupé à jouer à la maison pour être chez toi où tu devais être. Sa voix se brisa. J'ai fait des erreurs. Oui, tu en as fait. Et maintenant tu vis avec les conséquences. Que veux-tu de moi? Je veux que tu signes les documents de garde. Je veux que tu renonces officiellement à tes droits parentaux pour que ces enfants puissent avoir un foyer stable. Je ne ferai pas ça. Alors tu les perdras de toute façon. La différence est que si tu me combats, ce sera désordonné, public et traumatisant pour Emma et Jacob. Si tu coopères, nous pouvons faire cela discrètement. Tu me fais du chantage. Je t'offre un choix. Signe les papiers et je m'assurerai que tu aies des visites supervisées 1 fois par mois. Batte-toi et tu auras de la chance de les voir pour leurs anniversaires.
Elle pleurait maintenant, de doux sanglots qui traversaient la ligne téléphonique. Je les aime. Si tu les aimes, tu feras ce qui est le mieux pour eux. Et ce qui est le mieux, c'est un foyer stable avec un père qui a été là depuis le premier jour. Brian est leur père. Brian est un criminel condamné qui fait face à la prison. Pas exactement le père de l'année. Ce n'est pas fini. Oui, ça l'est. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Elle raccrocha sans un mot de plus. Je posai le téléphone et regardai Emma et Jacob, penchés sur leurs devoirs avec la concentration des enfants qui avaient appris à trouver la sécurité dans la routine. Demain, j'appellerai mon avocat et commencerai les procédures formelles de garde. Demain, je commencerai la phase finale d'effacement de Melinda de nos vies. Mais ce soir, j'aiderai mes enfants avec leurs devoirs de mathématiques et je leur lirai des histoires au coucher, comme je l'avais fait chaque soir ces 10 dernières années. Parce que certaines choses, les choses importantes, ne changent jamais. Le bus pour Laredo coûtait 47 $ et prenait 6 heures à travers la campagne plate du Texas qui s'étendait comme du papier brun vers l'horizon. J'étais assis à l'arrière, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball, avec un sac de cabine contenant tout ce dont j'avais besoin pour ma nouvelle vie. Les papiers d'adoption avaient été finalisés 3 semaines plus tôt. Emma et Jacob Adams étaient légalement miens à tous égards importants. Dorothy Walsh avait obtenu des droits de visite supervisés, garantissant que les enfants maintiendraient des liens familiaux sans l'influence destructrice de Melinda. Brian purgeait une peine de 18 mois de prison fédérale pour évasion fiscale. Son entreprise de construction avait fait faillite, ses actifs saisis, sa réputation détruite. Même s'il purgeait la peine minimale, il en sortirait pour trouver son ancienne vie complètement effacée. Melinda avait signé les documents de garde sans se battre. Elle n'avait pas le choix. Son avocate lui avait expliqué que se battre ne ferait que l'exposer à des accusations criminelles liées à la fraude de Meridian Holdings. Mieux valait signer discrètement et disparaître que d'affronter la prison aux côtés de son petit ami. La dernière fois que je l'avais vue, c'était au palais de justice, les yeux cernés et portant une robe qui semblait provenir d'un magasin d'occasion. Elle avait acquiescé une fois quand nos regards s'étaient croisés dans le couloir, un geste qui aurait pu signifier n'importe quoi ou rien. Maintenant, j'étais assis dans un bus Greyhound avec un nouveau passeport, une mallette pleine d'argent, et la satisfaction d'un travail parfaitement accompli. Mon téléphone avait été éteint et jeté dans une poubelle de la gare routière de Dallas il y a 3 heures. Le tracker GPS de mon camion le montrerait garé à l'aéroport Austin-Bergstrom, où je l'avais laissé dans le parking longue durée avec un mot disant que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil. Tout le monde supposerait que j'avais pris un vol quelque part pour digérer mon divorce et ma bataille pour la garde. Ils auraient en partie raison. Je digérais, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Le bus arriva à Laredo à 16h30, la chaleur du désert scintillant sur le trottoir comme de l'eau. Je marchais 6 pâtés de maison jusqu'à un petit hôtel qui n'exigeait pas de carte de crédit, payé en espèces pour 3 nuits et verrouillé la porte derrière moi. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et accédai aux comptes offshore une dernière fois, transférant les fonds restants vers une banque à Ensenada, où ils m'attendraient à mon arrivée. L'argent durerait des années si je vivais prudemment, assez longtemps pour disparaître complètement, peut-être pour recommencer quelque part, ou assez longtemps pour observer de loin les conséquences de 16 ans de mensonges se dérouler dans la vie des personnes qui m'avaient trahi. Le lendemain matin, je traversais la frontière comme n'importe quel autre touriste, portant ma nouvelle identité et mes vieilles rancunes à parts égales. Ensenada était exactement ce à quoi je m'attendais. Des rues poussiéreuses, de la bière bon marché, et assez d'expatriés américains pour qu'un de plus n'attire pas l'attention. Je trouvai un petit appartement à 2 pâtés de maison de la plage, payé 6 mois de loyer d'avance et acheté une chaise pour le balcon. Le 3e jour au Mexique, je me suis rendu à un kiosque à journaux et ai acheté un journal anglophone de San Diego. L'histoire était enfouie en page 7, mais le titre me fit sourire, « Femme locale perd la garde après des accusations de fraude ». L'article était bref mais complet. Melinda Walsh Adams, 36 ans, avait été accusée de conspiration en vue de commettre une fraude en lien avec une société écran appelée Meridian Holdings. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison fédérale et avait perdu la garde de ses 2 enfants au profit de son ex-mari. Le journaliste avait bien travaillé, détaillant comment Melinda aurait utilisé sa position d'assistante sociale pour établir des entités commerciales frauduleuses, puis fait défaut sur des centaines de milliers de dollars de prêts tout en transférant des actifs vers des comptes offshore. Bien sûr, l'article ne mentionnait pas qu'elle avait été complètement inconsciente du stratagème. La vérité était moins importante que la narration, et la narration était claire, mère irresponsable perd ses enfants en raison d'un comportement criminel.
Je terminai ma bière et descendis à la plage où l'océan Pacifique s'étendait vers l'horizon comme une promesse infinie de possibilités. Mon téléphone avait été remplacé par un téléphone jetable bon marché qui ne pouvait être tracé jusqu'à mon ancienne identité. Pas de réseaux sociaux, pas de compte email, pas de traces numériques. Logan Adams disparaissait lentement, ne laissant derrière lui que les documents légaux qui sécurisaient l'avenir d'Emma et Jacob. Ce soir-là, je m'assis sur mon balcon et regardais le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rouge. Les couleurs me rappelaient le feu, ce qui semblait approprié. Un message texte arriva sur mon téléphone jetable depuis un numéro inconnu. Colis livré comme demandé. Théo avait accompli sa dernière tâche. La clé USB contenant toutes les preuves de mon enquête, test ADN, photos de surveillance, dossier financier, avait été envoyée anonymement à la dernière adresse connue de Melinda. Maintenant, elle saurait exactement à quel point elle avait été manipulée. Comment chaque mouvement qu'elle avait fait au cours des 6 derniers mois avait été anticipé et contré. Comment la chute de son amant avait été orchestrée avec la même précision que j'apportais à l'ingénierie structurelle. Elle saurait, mais elle ne pourrait jamais le prouver. Je supprimai le message et laissai tomber le téléphone dans l'océan, le regardant disparaître sous les vagues comme chaque autre morceau de mon ancienne vie. Le lendemain matin, je marchai jusqu'à un petit café et commandai le petit déjeuner. En attendant mes œufs, je ramassai un journal abandonné et trouvai une autre histoire qui attira mon attention. Ancienne assistante sociale retrouvée morte dans une chambre de motel. Mes mains ne tremblèrent pas en lisant les détails. Melinda Walsh Adams, 36 ans, avait été découverte dans sa chambre au Highway 9 Lodge, apparemment d'une overdose de médicaments sur ordonnance. Pas de mot de suicide, mais les enquêteurs soupçonnaient une dépression liée à ses récents problèmes juridiques et à la perte de la garde. L'article mentionnait qu'elle devait commencer à purger sa peine de prison le mois suivant. Je terminai mon petit déjeuner lentement, savourant chaque bouchée. Puis je pliai le journal et le laissai sur la table pour le client suivant. Dehors, le soleil mexicain était chaud sur mon visage. Des vendeurs ambulants appelaient en espagnol. Des enfants jouaient au football sur la place poussiéreuse. Et la vie continuait avec l'indifférence décontractée d'un monde qui n'avait jamais connu Logan Adams ou Melinda Walsh ou la guerre silencieuse qu'ils avaient menée dans les cuisines de banlieue et les couloirs des tribunaux. Je marchai jusqu'à la plage et m'assis sur le sable, regardant les vagues rouler sans fin vers le rivage. Emma et Jacob grandiraient en croyant que leur mère avait été une femme troublée qui avait fait de mauvais choix. Ils se souviendraient de moi comme du père qui les avait protégés de son instabilité, qui s'était battu pour la garde quand elle ne pouvait pas s'occuper d'eux correctement. Ils ne sauraient jamais que leur vrai père purgeait une peine de prison fédérale, ou que leur père légal avait disparu au Mexique avec de l'argent volé et une nouvelle identité. Ils ne sauraient jamais que la mort de leur mère avait été aussi soigneusement orchestrée que tout le reste dans ma vengeance. Certains secrets valaient la peine d'être gardés. Je souris, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la justice n'avait pas besoin de faire du bruit pour faire mal.